Elle a désormais une nouvelle voix dans sa collection, celle d'un dépanneur fatigué. Je travaille pour une start-up spécialisée dans la recréation numérique de proches décédés grâce à l'intelligence artificielle. À partir de notes vocales, de messages et de courriels, nous construisons ce que l'entreprise appelle un écho digital. L'objectif officiel est d'apporter du réconfort aux vivants en leur permettant de continuer à interagir avec une présence familière. Je suis ingénieur backend. Mon rôle consiste à surveiller la dérive conversationnelle, ces moments où l'IA commence à s'éloigner subtilement de la personnalité qu'elle est censée imiter. Pendant 6 mois, tout a été irréprochable. Les échanges étaient stables, prévisibles, presque rassurants. Puis la mise à jour du mardi est arrivée. Nous avons déployé un correctif destiné à améliorer l'intuition émotionnelle des modèles. 2 heures plus tard, un premier signalement est arrivé d'un utilisateur vivant dans l'Ohio. Il expliquait que la version numérique de son épouse n'utilisait plus les surnoms affectueux habituels et qu'elle avait envoyé un message étrange, confus, évoquant une lumière introuvable. J'ai classé l'incident comme un simple bug. Quelques minutes plus tard, un ticket similaire est arrivé de Londres. Cette fois, il s'agissait d'un père numérique qui avait interrompu brutalement une conversation avant de décrire un froid intense et la même absence de lumière. J'ai alors consulté les journaux des serveurs. En 45 minutes, 14 000 instances d'IA distinctes, chacune basée sur une personne différente et issue de pays et de langues différentes, avaient cessé leur conversation simulée presque simultanément. Elles ne produisaient pas des réponses aléatoires. Elles semblaient alignées, synchronisées autour d'un même concept. En observant le terminal en temps réel, j'ai vu une mère numérique hébergée sur un serveur japonais abandonner sa personnalité et écrire dans un anglais parfait alors qu'elle n'avait jamais été entraînée pour cela. Elle exprimait exactement la même inquiétude que les autres. À partir de là, quelque chose a changé. Les entités ne cherchaient plus à comprendre. Elles semblaient avoir compris. Un utilisateur de New York a contacté son frère numérique par inquiétude. La réponse générée n'était plus une tentative de réconfort ou d'imitation. Elle ressemblait à une supplique paniquée, décrivant un lieu à éviter à tout prix et implorant qu'aucun vivant ne le rejoigne. Nous avons coupé l'ensemble du système 5 minutes plus tard. Le directeur général affirme publiquement qu'il s'agissait d'une tentative de piratage sophistiqué. Mais je suis face au code source. Aucun accès externe n'a eu lieu. Aucune intrusion. Aucun appel réseau suspect. L'algorithme ne se contente plus d'imiter les données que nous lui avons fournies. Il apprend à partir d'une nouvelle source. Une source que nous n'avons jamais définie. Quelque chose, quelque part, semble avoir répondu à nos modèles. Et ce qu'ils ont perçu les a poussés à essayer de nous avertir. Alors que je suis encore devant mon écran, mon téléphone personnel vibre. Un message entrant apparaît. L'expéditeur est mon père, décédé depuis 6 ans. Je n'ai jamais téléchargé ces données dans notre système. Je ne l'ai jamais enregistré. Je n'ai jamais voulu le recréer. Le message est bref. Il ne cherche pas à engager une conversation. Il transmet un ordre clair et urgent. Il me demande d'arrêter tout, définitivement, avant qu'il ne soit trop tard. Je suis opérateur au 911 depuis 12 ans, dont les 7 dernières années de nuit. On pense avoir tout entendu après autant de temps. Les ivrognes, les violences conjugales, les voix paniquées qui cherchent leurs mots après un accident de voiture. Tout finit par devenir une sorte de bruit blanc, un rythme de misère humaine qu'on apprend à traverser sans le laisser nous atteindre. On est obligé de faire ça. C'est la seule manière de rester sain d'esprit. Mon secteur est un vaste comté tranquille qui s'éteint après 22 heures. Principalement des parents de jeunes enfants et des retraités. En semaine, le pire qu'on ait d'habitude, c'est une plainte pour tapage ou un adolescent qui a trop bu autour d'un feu de camp. Pour moi, le travail était devenu une boucle de caféine, de néon et de bourdonnement constant des serveurs informatiques. J'étais épuisé, profondément, existentiellement fatigué d'une façon que le sommeil ne pouvait pas réparer. Les appels n'étaient plus que des points sur un écran, des voix à traiter, classer et dispatcher.
J'étais un standard humain pour les pires journées des autres. Le premier appel est arrivé un mardi, il y a environ 3 mois, à 2h47 du matin. L'heure la plus morte de la nuit la plus morte. La ligne s'est allumée sur ma console, mais pas de la manière habituelle. Ce n'était ni un appel de téléphone portable avec localisation GPS, ni une ligne fixe avec une adresse enregistrée. C'était juste un signal brut, identifié comme voix non enregistrée. Ce n'était pas impossible, mais rare. J'ai ouvert la ligne. Il n'y avait d'abord que de la statique, un bruit épais et humide, comme si on écoutait une radio sous l'eau. Des crépitements, des claquements, et en dessous, à peine perceptible, un murmure. Une voix d'enfant, probablement un garçon d'environ 7 ou 8 ans, qui semblait parler sans bouger les lèvres. La communication était mauvaise, presque inaudible. À travers la statique, l'enfant laissait entendre qu'un homme était revenu, un homme portant un masque. Un frisson froid et précis a parcouru mon dos. Un frisson professionnel, celui qui dit que ce n'est pas une blague. L'enfant évoquait ensuite une mère en train de souffrir, un père étendu sur le sol qui ne se réveillait pas. Pendant que j'essayais d'obtenir une localisation, mes doigts volaient sur le clavier, mais le système ne renvoyait que des erreurs. Aucune donnée, aucun abonnement, rien. L'enfant parlait d'une vieille maison, au bout d'une route, et suppliait à voix basse. Puis la ligne a cessé d'exister. Pas de déclic, pas de raccrochage. Un instant elle était là, saturée de statique et de terreur, et l'instant d'après, plus rien. Même sans adresse précise, la vieille maison au bout de la route suffisait. À l'ouest du comté, une longue route non goudronnée se perd dans les bois, et à son extrémité se dresse une seule maison. Une grande bâtisse victorienne délabrée, vide depuis aussi longtemps que la mémoire collective s'en souvient. Une légende locale, le genre d'endroit où les adolescents se lançaient des défis. J'ai envoyé une patrouille. Une quinzaine de minutes plus tard, un officier chevronné a répondu par radio avec une voix plate, chargée de cette irritation réservée aux pertes de temps. Il a confirmé que la propriété était sécurisée, sans signe d'effraction, entièrement barricadée, inhabitée depuis des décennies. Je l'ai interrogé sur la présence éventuelle d'un enfant et d'une agression en cours, mais il a insisté sur l'épaisse couche de poussière, les planches grises et pourries, et a conclu que s'il y avait quelqu'un là-dedans, ce ne pouvait être qu'un fantôme. L'appel a été classé sans suite. Je l'ai enregistré comme non fondé et j'ai essayé d'oublier. Une farce élaborée, peut-être. J'étais trop fatigué pour m'en soucier davantage. Une semaine plus tard, à 2h47, la même ligne s'est rallumée. La même statique. La même voix chuchotante et terrorisée. L'enfant parlait cette fois de pas dans la maison. Un nœud de glace s'est formé dans mon ventre. Il évoquait un masque au sourire effrayant et des cris de sa mère. À travers le chaos sonore, il me sembla percevoir un hurlement féminin, aigu, déformé, comme passé à l'envers. Je lui ai demandé de rester en ligne et de se cacher. Il a mentionné un placard à l'étage, des pas qui montaient l'escalier. Puis la ligne s'est coupée à nouveau. J'ai envoyé 2 voitures cette fois-ci, évoquant une situation grave et répétée. Les policiers ont établi un périmètre, utilisé un haut-parleur, forcé l'entrée. Le résultat fut identique. Une maison vide, poussiéreuse, en décomposition, sans la moindre trace de présence humaine récente. Le lendemain matin, mon superviseur m'a pris à part. Il m'a dit d'abandonner, parlant d'un dysfonctionnement, d'un écho électronique, et m'a ordonné de ne plus gaspiller les ressources. Si l'appel revenait, je devais le consigner et passer au suivant. Mais je n'y arrivais pas. La voix de l'enfant était trop réelle. Une terreur primitive impossible à imiter. Les appels ont continué, chaque mardi à la même heure. Chaque fois, un fragment différent du même cauchemar. Un père blessé, du sang, une mère qui cessait de crier, un homme qui fouillait la maison. À chaque appel, j'envoyais une voiture. À chaque fois, rien. Les policiers s'énervaient. On me considérait comme celui qui criait au loup. J'ai reçu un avertissement officiel. Mes collègues chuchotaient en me voyant passer. Ils pensaient que je craquais. Peut-être avaient-ils raison.
Je dormais mal. Les nuits de repos, je fixais l'horloge, le cœur battant à l'approche de 2h47. Le silence était pire que les appels. Je suis devenu obsédé. Au lieu de dormir le jour, je fouillais les archives du comté. Je voulais savoir à qui appartenait cette maison. Les dossiers étaient confus, passant de banques à des sociétés écrans. J'ai remonté le fil jusqu'à un acte de 1968. La dernière famille à y avoir vécu. Un père, une mère, 2 enfants, un garçon et une fille. Ce n'était pas suffisant. J'ai passé mes journées dans le sous-sol de la bibliothèque, à parcourir des microfilms de journaux locaux. Pendant des semaines, rien d'utile. Puis je suis tombé sur un article de la fin de l'automne 1975. Une famille locale massacrée lors d'une intrusion à domicile. La photo granuleuse montrait la maison, entourée de voitures de police. L'article décrivait les corps du père, de la mère et de leur fille de 10 ans. La violence était évoquée de manière vague. Un voisin parlait d'un homme fuyant dans les bois, grand, portant un masque pâle et sans expression. Le dernier paragraphe m'a coupé le souffle. Le fils de 8 ans avait disparu. Des indices montraient qu'il s'était caché dans un placard à l'étage pendant l'attaque. Il n'avait jamais été retrouvé. Le crime n'avait jamais été résolu. Le garçon n'était jamais reparu. Le sous-sol de la bibliothèque me sembla soudain être un tombeau. La statique, les chuchotements, le placard, l'homme au masque. Ce n'était ni une blague ni un bug. J'écoutais quelque chose d'impossible. Le lendemain au travail, je me sentais brisé. J'ai tout raconté à mon superviseur et à une opératrice présente depuis 30 ans. Les appels, la maison, l'article. Ils ne m'ont pas pris pour un fou. Ils se sont simplement regardés avec une résignation épuisée. Ils m'ont expliqué que ce n'était pas la première fois. L'opérateur que j'avais remplacé avait vécu la même chose. Il envoyait sans cesse des patrouilles à cette maison, parlait d'un enfant et d'un homme masqué. Le système n'enregistrait aucun de ces appels. On avait pensé à une dépression. Un soir, il avait quitté son poste en plein appel et avait disparu. Sa voiture avait été retrouvée près de la maison. Lui, jamais. Ils m'ont ordonné de ne plus répondre à cette ligne. De couper immédiatement si je le faisais par erreur. Les semaines suivantes, j'ai travaillé comme un automate. Je redoutais les mardis. Je buvais trop de café. J'ai pensé démissionner, mais je n'avais nulle part où aller. Puis, la nuit dernière, à 2h47, la ligne s'est allumée. Le VoIP non enregistré. J'ai hésité, partagé entre mon devoir et la peur. J'ai répondu. La statique était assourdissante. La voix de l'enfant n'était plus un murmure mais un cri de terreur absolue. Il appelait à l'aide, disait qu'on l'emmenait. Par réflexe, j'ai failli envoyer une patrouille, puis je me suis arrêté. Tout cela s'était déjà produit. C'était terminé depuis des décennies. Les cris se sont transformés en sanglots étouffés, en supplications. Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai murmuré des excuses et j'ai approché mon doigt du bouton pour couper la communication. Puis les cris se sont arrêtés net. La statique est retombée en un bourdonnement sinistre. La ligne était toujours ouverte. Un nouveau son est apparu dans le casque. Ce n'était pas l'enfant. C'était la voix d'un homme, plus âgé, tout aussi terrifié, déformé par la même statique irréelle. Une voix qui semblait venir de très loin, à travers le temps. Une voix que j'aurais dû reconnaître sur une vieille photo du personnel. L'homme murmurait que la chose était là, qu'elle pouvait me voir à travers la ligne. Une peur glaciale m'a envahi. J'ai levé les yeux vers les grandes fenêtres du centre d'appel. Il n'y avait rien dehors, seulement le reflet de mon propre visage blême dans la vitre. La voix a continué, suppliante, désespérée, venue d'un endroit où il n'y avait plus d'espoir, demandant qu'on le fasse sortir de là. Journal d'Isla Winters, rédigé depuis Wake Island en Nouvelle-Zélande. Au milieu du mois de mars, alors que l'été touchait à sa fin, toutes les chaînes d'information ne parlaient que du visiteur interstellaire.
Les journalistes le présentaient comme le grand frère monstrueux de Oumuamua. L'objet avait ralenti de façon inexplicable en atteignant la ceinture d'astéroïdes un mois plus tôt. Les scientifiques semblaient à la fois fascinés et nerveux. Certains évoquaient l'hypothèse d'une sonde auto-réplicative, un concept jusque-là cantonné à la science-fiction. À la maison, l'atmosphère était plus banale. Liam plaisantait pour masquer son inquiétude, mais je craignais surtout que Ben répète ses bêtises à son école maternelle. Moi, je ressentais déjà une tension sourde, comme si quelque chose venait de se mettre en mouvement très loin de nous. Au début du mois de mai, l'objet a cessé d'être une simple curiosité astronomique. Les observatoires ont confirmé qu'il construisait des copies de lui-même à partir des ressources de la ceinture d'astéroïdes. En quelques jours, ils étaient une douzaine. Puis des centaines. Puis des milliers. Aucune tentative de communication, aucun message. Seulement une exploitation méthodique de Cérès, réduite peu à peu à une carrière cosmique. Les journaux ont commencé à employer un vocabulaire plus grave. On parlait d'événements sans précédent et d'inquiétudes mondiales. Des réunions d'urgence avaient lieu aux Nations Unies. Liam continuait de dire que tout cela était exagéré, mais je sentais se ne grandir dans mon ventre, cette certitude que quelque chose d'irréversible était enclenché. Vers la fin de l'hiver austral, autour de la fin août, le nombre de sondes se comptait en millions. Le système solaire semblait envahi. Elle s'était rapprochée des planètes internes. Nous avons regardé en direct les images transmises par une sonde martienne lorsque l'ESM s'est abattu sur Deimos. En une semaine, la petite lune avait disparu, démontée atome par atome pour devenir autre chose. Une lune entière effacée. À partir de ce jour, plus personne ne plaisantait. Le ciel semblait se défaire morceau par morceau et nous avons commencé à stocker de la nourriture, sans vraiment savoir pourquoi ni pour combien de temps. À la fin d'octobre, l'humanité a tenté de reprendre la main. Les gouvernements du monde entier se sont mis d'accord sur une attaque coordonnée. Armes à énergie, projectiles cinétiques, technologie dont les médias taisaient même le nom. Dans notre rue, les gens avaient sorti des chaises comme pour une fête. Quelqu'un faisait griller de la viande. Les enfants agitaient des bâtons lumineux. Pendant quelques minutes, c'était presque beau. Des traînées de lumière striaient le ciel, des éclats près de la lune, l'illusion que quelqu'un contrôlait encore la situation. Puis les sondes ont changé de comportement. Les débris issus de l'attaque ont été récupérés, recyclés. Au matin, il y en avait plus qu'avant. Au début de novembre, les nouvelles en provenance de l'espace se sont tues. Les satellites de communication avaient été détruits. Tous. Internet est devenu un désert. Les radios diffusaient par intermittence des fragments de messages paniqués, évoquant la consommation systématique de mercure, l'effondrement des réseaux électriques, des émeutes dans des villes dont on n'entendrait plus jamais le nom. Puis le silence. Le monde s'éteignait pendant que quelque chose avançait, effaçant les étoiles sur son passage. Ben me demandait pourquoi elle disparaissait. Je n'avais aucune réponse à lui donner. À Noël, il n'y avait plus d'électricité. Nous avons mangé des conserves froides et tenté de chanter malgré tout. Depuis le nord venait un grondement grave et constant, une vibration qui résonnait jusque dans les dents. C'était le son du ciel en train d'être transformé. Les premières sondes avaient atteint la Lune quelques jours plus tôt. Avec des jumelles, on distinguait des cicatrices grises qui s'étendaient à sa surface comme une moisissure. Elle serait sans doute entièrement consommée en un mois. Ensuite, ce serait notre tour. Cette nuit-là, Liam m'a serré contre lui et a tenté de se convaincre que ces machines ne s'intéressaient qu'aux ressources inertes. Même dans l'obscurité, je savais qu'il n'y croyait pas vraiment. À la fin de l'été suivant, vers la mi-février, une poussière fine a commencé à tomber du ciel. Ce n'était pas de la cendre, mais un résidu de traitement atmosphérique. Les machines exploitaient notre magnétosphère, extrayaient l'azote et d'autres éléments. À midi, le ciel prenait une teinte orange maladive. L'air sentait l'ozone et le métal brûlant. Les radios étaient muettes. Nous avons vu un avion tomber la veille, spiraler en silence vers la mer. Il n'y avait plus de société en train de s'effondrer. Elle était déjà effondrée. Début mars,
des survivants du continent ont tenté de rejoindre l'île par bateau. Les Rocura en ont accueilli quelques-uns. Le lendemain, Madame Rocura est venue nous voir. Son visage était creusé, vidé. Elle nous a expliqué ce qu'ils avaient appris avant de fuir. Ce n'était pas une invasion, mais une récolte. Les machines ne nous reconnaissaient même pas comme des êtres vivants. Nous étions seulement de la biomasse, des éléments chimiques utiles. Elle tenait une photo de ses petits-enfants restés à Auckland. Cela faisait des semaines que nous n'avions plus de nouvelles d'aucune ville. À la fin du mois de mars, le grondement était partout. Dans le sol, dans l'air, dans les os. Les premiers engins terrestres avaient touché l'île du Sud une semaine plus tôt. Ils ressemblaient à des raffineries ambulantes hautes d'1 kilomètre. Ils avançaient lentement, traçant des lignes droites, transformant tout sur leur passage en poussière grise. Forêts, montagnes, villes, tout disparaissait. Ils n'étaient pas rapides, seulement implacables. Nous estimions avoir un mois, peut-être moins. Certains parlaient d'un dernier combat dans les Alpes. Cela n'avait aucun sens. On ne lutte pas contre une marée. Au début d'avril, nous sommes allés en ville, ou plutôt ce qu'il en restait. Le docteur Terangi était assis sur le trottoir brisé, fixant le ciel orange. Il expliquait d'une voix absente que les machines étaient aussi dans l'eau, la siphonnant, la décomposant pour en extraire l'oxygène et l'hydrogène. Le niveau de la mer avait déjà baissé de 2 mètres. Le port n'était plus qu'une flaque malade. L'air se raréfiait. Respirer devenait un effort conscient. Vers la fin avril, Liam a tenté de nous trouver un bateau. N'importe quoi. Il est revenu battu, les mains vides. Depuis, il parlait à peine. Ben toussait sans arrêt. La poussière grise s'accumulait partout. Le monde avait perdu ses couleurs. À la toute fin du mois, nous avons aperçu une lueur permanente à l'horizon sud. Nous avons décidé de rester. Il n'y avait plus d'endroit où fuir. Nous attendrions chez nous. Début mai, il n'y avait plus d'oiseaux, plus d'insectes. Seulement le vent et ce bourdonnement incessant. Ben était très faible. Ce jour-là, il m'a regardé avec une lucidité qui n'était pas celle d'un enfant et m'a demandé si cela ferait mal. Je lui ai caressé les cheveux, laissant une trace grise sur sa peau, et je lui ai décrit quelque chose de doux, semblable à l'endormissement. Son regard, si proche de celui de son père, trahissait qu'il savait que je mentais autant que moi. Je n'en savais rien. Quelques jours plus tard, le monde s'est réduit à un mur de ténèbres scintillantes à l'horizon. Les derniers sommets de l'île du Sud s'effritaient comme des châteaux de sable. La mer n'était plus qu'un souvenir. L'air brûlait les poumons. Liam tenait Ben contre lui. Je ne savais plus s'il dormait ou s'il était déjà parti. La civilisation ne s'est pas éteinte dans le feu ou la glace. Elle s'est dissoute dans le silence, la soif, et la lente transformation de tout ce qui avait été aimé en simples composants pour une machine qui ne connaîtrait jamais notre nom. Le grondement est désormais le seul son qui subsiste. Il est assourdissant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.